Perspectives identitaires, la chronique politique de Raphaël Aima pour le libre journal Vive la civilisation européenne sur Radio Courtoisie. La modernité livre l'une de ses plus grandes batailles culturelles et terminologiques à l'égard d'une notion qu'elle vomit par essence, celle de beauté, notamment de beauté objective des choses. La modernité institutionnalise la laideur, car dans ses fondements philosophiques les plus profonds, elle se construit en rupture avec la conception traditionnelle de la place du beau et du vrai. La formule est bien connue, comme les antiques, nous défendons le vrai, le bien et le beau. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la tradition atteste que les trois notions s'entremêlent. Dans notre conception de l'art, par exemple, la beauté n'a pas qu'une valeur adjective. La beauté ou la non-beauté d'une œuvre ou d'une personne sont aussi le reflet d'une valeur morale. Dans les représentations culturelles européennes, le mensonge, la fourberie, la traîtrise, en bref l'infamie, la mauvaise intention ont systématiquement été représentés par des traits difformes, repoussants. A l'inverse, les héros portent sur le visage le bien fondé de leurs actions et jouissent souvent d'une apparence extérieure agréable. Cela part d'une conception, une nouvelle fois fondamentalement européenne, qui, si elle différencie l'âme et le corps, estime que les deux parties s'influencent réciproquement. Une bonne âme donne un beau corps, à l'inverse, un mauvais corps traduit une âme mauvaise. Contre cette mythologie du rapport au beau chez les Européens, les déconstructeurs, les éternels déconstructeurs mobilisent la notion de beauté normative pour expliquer que la beauté n'est jamais objective. Ils justifient leur vision comme suit. Dans une logique constructiviste, la beauté n'est que le reflet de normes culturelles et sociales préétablies par la société, en particulier par le groupe qui en serait dominant. Les woke listent alors les critères normés de ce qu'ils fantasment comme étant la poupée idéale moderne. La couleur blanche parce que la société est raciste, le corps maigre parce que la société est grossophobe, la santé bonne car la société rejette les handicapés, le sexe un homme parce que la société est patriarcale, mais si c'est une femme, c'est parce que la société objectifie son corps et sexualise. Mais, une nouvelle fois, comme toujours, à qui profite ce logiciel ? Le capitalisme du 19e et 20e siècle cherchait à uniformiser la production. Contre l'artisanat, contre le produit manufacturé, il était nécessaire de produire en masse de l'identique, des produits très bien appelés de grande consommation, au détriment de la qualité, de l'unicité et de l'esthétisme. C'est l'apparition du logo, de la charte graphique, du packaging, en bref de l'identité industrielle d'un produit. En ce sens, normer les critères de beauté d'un produit est nécessaire pour susciter de la demande autour de lui. C'est ce qu'on appelle la mode. Alors effectivement, le mannequin et le produit qu'elle présente étaient au siècle dernier normés, ils se ressemblaient, des critères existaient. Or, une demande uniformisée fait chuter la diversité de l'offre, ce qui ne plaît pas à l'esprit vorace et entrepreneur du capitalisme. Mais c'était sans compter sur sa principale force. Le capitalisme absorbe toujours ses propres contradictions. Le 21e siècle se caractérise par la crise des identités. Culturelles, ethniques, sexuelles, générationnelles, politiques, esthétiques, j'en passe, les enfants du 3e millénaire se singularisent par le malaise qu'ils ressentent vis-à-vis de leur place dans le monde. La traduction de ce malaise se fait dans la substitution des identités de fait, celles qui allaient jadis de soi, comme la communauté nationale, la classe, l'appartenance ethno-culturelle, par des identités de substitution, l'orientation sexuelle, la déviance, l'appartenance à un groupe opprimé, etc. En fait, c'est la course au particularisme, à l'individualisme, où l'on peut déclarer que nous sommes toujours plus autoconstruits, plus singuliers, plus particuliers que l'individu d'à côté. Une course à l'unicité qui ravit l'esprit du capitalisme. Chaque différence est un nouveau marché de niche, permettant de s'adresser à un public cible, qui ne cesse alors de se renouveler. La mode de la body positivité alors va en ce sens. Pour permettre cette multiplication des marchés, donc des clientèles, il faut leur imposer que l'idée que la beauté ne se définit que subjectivement. Par extension, aucune règle ne saurait régir l'art, la mode, l'architecture, en bref le champ de la création, puisque l'œuvre n'a aucune valeur intrinsèque autre que celle que l'observateur veut lui accorder. C'est toute l'essence d'un art qui précisément n'a pas d'essence, l'art contemporain. Alors pour remettre le beau au centre de nos vies, il faut lutter sans concession contre toute forme de relativisme. Parce que relativiser la beauté, c'est déjà relativiser la morale, une perception du monde qui détermine que le bien et le mal existent. Une société qui se prive de la discrimination entre le beau et le laid, se prive par la même occasion de la différenciation essentielle entre le vrai et le faux, entre le bon et le mal. S'attaquer à la beauté peut alors être interprété comme un assaut contre la civilisation elle-même. Dans un monde qui nous voudrait satisfait de la médiocrité, nous devons prôner l'exigence, établir des critères différenciés, oserais-je dire hiérarchisés. Comme disait Jean-Yves Le Gallou, défendre le beau, c'est réintroduire la beauté dans les critères de décision, c'est combattre les excès de logique techno-managériale et le quantitativisme qui refuse de prendre en compte tout ce qui ne s'inscrit pas dans un tableau Excel.